Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est essentiel pour le bien-être des enfants et des bébés. Je vais parler des siestes. Cette idée de vidéo m'a été recommandée par Lucie, donc je te remercie. Que tu sois parent, professionnel de la petite enfance ou bien intéressé sur le sommeil du jeune enfant, eh bien je t'invite à continuer cette vidéo et c'est parti, on va commencer. Alors j'ai noté 3 points importants, il peut y en avoir d'autres, mais ces 3-là me paraissent essentiels. Tout d'abord, les siestes, elles sont essentielles pour le développement cognitif, mais également la croissance du bébé et de l'enfant. Les avantages des siestes régulières permettent d'avoir une meilleure capacité d'apprentissage, une meilleure humeur et une meilleure concentration aussi. Et le 3e point, donc le dernier, c'est que les enfants qui dorment suffisamment ont un système immunitaire qui est plus fort. Les données que je vais vous présenter ci-dessous concernant l'âge des enfants est à titre indicatif. Bien sûr, ça reste une moyenne, chaque enfant est différent. Je le rappelle très souvent parce que pour moi c'est très important. Comme nous, des fois on peut soit être des gros dormeurs, des petits dormeurs, soit on peut plutôt préférer dormir le matin et plutôt veiller le soir. Ça dépend. Et bah chez les enfants c'est pareil. Donc pour revenir aux âges, donc de 0 à 6 mois, les nouveau-nés vont avoir besoin de siestes fréquentes tout au long de la journée, après une période d'éveil de 1 à 2 heures. C'est-à-dire que le nouveau-né, en fait, il va rester éveillé entre 1 heure à 2 heures. Donc éveillé, c'est-à-dire avoir les yeux ouverts, être en interaction avec son parent ou alors avec un adulte. Et ensuite, après 1 à 2 heures, il va commencer en fait à enchaîner par la suite son sommeil. Et ça va être ça à chaque fois. De 6 à 12 mois, les bébés vont commencer à établir les routines de sommeil qui vont être plus régulières, avec environ 2 à 3 siestes par jour. Et enfin, pour les enfants de 1 à 3 ans, les tout petits vont avoir généralement une sieste l'après-midi, dont la durée va varier entre 1 à 3 heures. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que certains enfants peuvent abandonner la sieste à partir de l'âge de 2 ans ou alors 3 ans. Ça dépend en fonction de l'enfant. Alors il existe différents signes de fatigue, mais pareil c'est encore à titre indicatif. Votre enfant va pouvoir peut-être réagir différemment, tandis qu'un autre enfant à côté va réagir encore différemment. En tout cas ça reste vraiment les bases clés que vous pouvez connaître pour savoir à quel moment l'enfant est fatigué. Mais comme je vous rappelle, c'est propre à chaque enfant. Du coup je les ai classés en 4 catégories d'âge. De la naissance jusqu'à 6 mois, il va y avoir des bâillements fréquents, le frottement des yeux, il va y avoir une diminution de l'activité et des mouvements. Souvent en fait quand bébé commence à fixer quelque chose, ça veut dire qu'il est déjà en fait fatigué. Et il va y avoir aussi une augmentation de l'irritabilité et des pleurs. Parce que oui, quand l'enfant pleure, c'est son moyen d'exprimer qu'il est fatigué, peut-être qu'il a faim, qu'il a besoin que sa couche soit changée, peut-être qu'il a besoin d'une bonne dose d'ocytocine. Donc l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour. Et pour en fait répondre à ses besoins au niveau de l'ocytocine, eh bien c'est de prendre bébé dans les bras, lui apporter vraiment de l'amour. Alors souvent on a tendance à considérer les pleurs comme quelque chose de négatif, mais au contraire ça démontre qu'il y a un besoin et que bébé des fois a besoin de décharger. Le fait de pleurer vraiment avant le sommeil, ça permet de libérer le cortisol qui est l'hormone de stress, et le fait de l'évacuer en pleurant à chaudes larmes dans les bras, en étant rassuré, cajolé contre l'adulte, et bien c'est rassurant pour l'enfant. Et donc une fois que le cortisol est vraiment diminué, et bien il pourra se laisser aller plus facilement au sommeil, et c'est là aussi que l'hormone du sommeil, donc la mélatonine, va commencer à augmenter. Je sais que parfois ça peut être très compliqué de voir son enfant pleurer parce qu'on se sent démuni et que parfois on le considère comme si il avait besoin de quelque chose, et que quand on n'y arrive pas on peut se sentir démuni, et ça c'est vraiment un sentiment que je comprends puisque j'ai travaillé auprès des jeunes enfants, et il m'arrivait aussi d'avoir le même sentiment en tant que professionnelle de la petite enfance, et au fur et à mesure que je me forme justement par rapport à tous ces éléments autour de l'enfant, et également pour bien accompagner les parents, et bien je me rends compte qu'effectivement si on nous apprenait ces choses là, et bien on serait peut-être plus rassuré aussi. Donc je vous le dis, si bébé pleure avant le sommeil, c'est qu'il a un besoin de décharger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le prend dans les bras, on le rassure, on lui fait des bisous, on lui envoie plein d'amour. Et par contre si c'est trop compliqué, on passe le relais à quelqu'un, s'il y a quelqu'un à côté, ou alors si on peut pas, on le pose dans le lit et on va respirer un bon coup. Alors pour les enfants de 6 mois jusqu'à 12 mois,
Il peut y avoir le frottement des yeux, des oreilles, aussi une diminution de l'interaction sociale, donc c'est-à-dire qu'il va moins en fait parler avec nous ou alors avec les autres enfants. Il va y avoir aussi le bâillement et aussi le frottement du visage. Des fois ils peuvent des frottements comme ça. Parfois on peut ne pas prendre en considération que c'est un signe du sommeil, mais ça l'est en tout cas. Pour les enfants de 1 an jusqu'à 2 ans, pareil, il va y avoir le frottement des yeux, des oreilles. Des fois ils peuvent se tirer sur les oreilles, mais ça peut être aussi un signe qui développe aussi une maladie telle que l'otite, mais encore une fois je ne suis pas médecin pour pouvoir dire que c'est ça. Parfois ils peuvent se frotter le nez comme ça. Il peut y avoir aussi une diminution de l'attention et de l'interaction, donc généralement l'enfant peut en fait ne plus avoir envie d'être en contact, ou alors des fois il peut demander en fait le contact, d'avoir des câlins. Comme je vous dis, c'est propre à chaque enfant. Et pareil, il peut y avoir aussi l'augmentation de l'irritabilité et des pleurs. Pour démontrer là je suis trop fatiguée, j'ai besoin de dormir, mais avant tout j'ai besoin d'être cajolée, réconfortée avant de faire dodo. Et la dernière du coup de 2 ans jusqu'à 3 ans, on va avoir le frottement des yeux, des oreilles, le bâillement aussi. On n'y pense pas aussi, mais ça peut être des changements d'humeur soudains. Ça se passe bien et tout d'un coup il va commencer à se mettre en colère ou se mettre à pleurer, et des fois il n'y a pas forcément de raison, des fois ça peut être un signe de fatigue. Donc voilà, pour rappeler, chaque enfant a ses propres signes de fatigue. Alors c'est des éléments, j'espère qu'ils pourront vous aider parce que je les ai découverts il y a peu et je m'étais dit pourquoi pas les partager avec vous si ça peut vous aider. La première, c'est au niveau de la température de la chambre. On va plutôt conseiller une température entre 18 et 20 degrés maximum. Parce que au-delà, plus en fait la pièce est chaude, moins l'endormissement va se faire. Après je sais que l'été c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut pas gérer la chaleur qui est à l'extérieur et qui peut en fait rentrer dans la maison. Le petit point aussi qui peut être intéressant, c'est d'aérer la chambre juste avant le sommeil. Donc ça peut être juste avant la nuit ou bien juste avant la sieste. On va plutôt privilégier une pièce sombre, donc on évite toute lumière extérieure, donc on ferme les volets complets, on est vraiment en fait dans le noir. Et bien sûr on va privilégier le calme, si possible de ne pas placer la chambre de l'enfant là où il y a la route, mais après vous faites comme vous pouvez aussi. Alors on va établir aussi un rituel pour le sommeil, mais plus court que celui de la nuit, puisque la sieste en fait va être différent de la nuit. On va rester vraiment sur cette même base. On va en fait, dès qu'on va rentrer dans la chambre, on va chuchoter, on va parler tout doucement pour vraiment favoriser cette lenteur. Je sais pas pourquoi je continue à me mettre à chuchoter, mais voilà, je vous montre un peu l'exemple. Voici des exemples de rituels qui peuvent peut-être vous intéresser à mettre en place avec votre enfant. Ça peut être lire une histoire, ça peut être chanter une chanson, ça peut être des massages juste avant le sommeil. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo par rapport au rituel du sommeil le soir et pour les siestes, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le rituel de la sieste va être plus court que le rituel du soir. J'ai appris aussi des petites choses et peut-être que je vais en décevoir certains, mais sachez que les bruits blancs, même moi je suis tombée des nues, mais c'est purement marketing. Il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré que ça avait un impact positif ou négatif chez les enfants. En tout cas, si de votre côté votre enfant est réceptif au bruit blanc, dans ces cas-là, maintenez. Mais si vous voyez que ça n'a pas d'impact, franchement vous pouvez laisser tomber, c'est purement marketing. On a tendance à penser que la peur du noir arrive très rapidement chez les enfants, mais c'est faux. En fait, la peur du noir arrive aux alentours de 18 mois, 24 mois. Ça dépend en fonction des enfants, mais pas avant. Et dans la peur du noir, je voulais faire un petit zoom par rapport à ça. Sachez que c'est pas la peur du noir en fait qui est la peur en elle-même, c'est en fait l'imaginaire qui va se créer quand on est dans le noir. C'est imaginer qu'il y aura peut-être potentiellement des monstres, potentiellement des loups. Et en fait, pourquoi ça arrive à l'âge de 18-24 mois? Parce que c'est à ce moment-là que l'imaginaire se crée chez les enfants. Donc en fait, ils n'ont pas peur du noir, ils ont peur de l'interprétation de l'imaginaire qui peuvent se créer. Souvent, on a tendance à leur proposer la veilleuse et ça peut être intéressant, mais il faut que l'ampoule soit de couleur chaude, donc jaune, rouge ou orange, parce qu'en fait, ces couleurs-là, elles vont permettre de développer l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Et si vous mettez en fait des lumières blanches, du LED en fait, qui est une lumière blanche, bleue, eh bien ça va juste ne pas favoriser l'hormone du sommeil. Donc pour ça, on reste sur des couleurs plutôt chaudes et on va privilégier la veilleuse si possible dans le couloir en laissant la porte ouverte, ou alors on peut la mettre dans la chambre de l'enfant, mais c'est plutôt à privilégier comme dans le couloir. Mais si vous la mettez dans la chambre, eh bien c'est vraiment de la mettre à distance de la tête de l'enfant, parce que sinon il va
être plutôt intéressé par la lumière que dormir. Par rapport à ça aussi, on va privilégier aussi une ampoule avec le peu de watts possible. Alors voici quelques conseils de sécurité que je me permets de vous conseiller parce que pour moi c'est important et on ne le répète pas assez pour pouvoir aussi vous orienter suffisamment avec de bons conseils. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Les choses que je déconseille pour le sommeil du jeune enfant, tout d'abord c'est à commencer par la couverture. Il y a un risque en fait d'étouffement et on va plutôt privilégier une turbulette. Les oreillers, pareil, on évite parce que risque que l'enfant en fait place sa tête juste sous l'oreiller. Donc les mobiles au-dessus du lit, il y a encore quelques temps je vous aurais dit oui c'est génial, mais au final c'est très beau, c'est magnifique. Mais en fait ça va plus stimuler l'enfant en fait pendant le sommeil plutôt que favoriser son sommeil. C'est-à-dire en gros il va être dans le lit, il va avoir le mobile juste au-dessus de lui, il va se dire oh, c'est génial, il y a encore plein de trucs qui tournent au-dessus de ma tête et tout. Et du coup il va pas avoir envie de dormir. Les tours de lit, les tresses de lit, je suis d'accord avec vous, ils sont magnifiques. En plus certains sont réalisés à la main, ils sont vraiment magnifiques. Mais trop dangereux pour l'enfant. Pareil pour les ciels de lit, c'est magnifique, on se croirait dans un conte de fées. Mais dangereux aussi pour l'enfant. Il peut y avoir risque d'asphyxie, d'étouffement et aussi de strangulation. C'est-à-dire qu'il peut s'étrangler avec. Donc qu'est-ce qu'on fait, vous allez me dire ? Donc moi les choses que j'autorise par rapport à ça, effectivement on va plutôt rester sur une turbulette ou une gigoteuse, tout dépend de comment vous l'appelez. On va utiliser aussi un drap sur le matelas, doudou ou tétine, ou les deux, ça dépend en fait de ce qu'il prend avec lui pour s'endormir. Bien sûr on fait dormir bébé sur le dos pour éviter la mort inattendue du nourrisson. On préconise d'ailleurs que bébé dorme dans la chambre parentale jusqu'à ses 6 mois, parce qu'en fait de la naissance jusqu'à 6 mois c'est vraiment la période où les enfants peuvent avoir une potentielle mort inattendue du nourrisson. Donc pour éviter cela on va plutôt privilégier, si c'est possible, de mettre bébé dans la chambre parentale mais pas dans le même lit. Pourquoi pas dans le même lit? Parce que il y a un risque qu'il puisse se faire écraser par le parent, même si on se dit non non ça va jamais m'arriver, ça peut arriver. Pour éviter toutes ces choses là, soit on privilégie le cododo à côté ou qu'on insère vraiment sur le côté du lit, ou alors on privilégie le lit à barreaux juste dans la chambre parentale. Le babyphone vidéo, je sais que pour de nombreux parents ça peut être super et très rassurant. Alors généralement on préconise plutôt ceux sans la vidéo, mais si c'est quelque chose qui vous rassure, dans ces cas là on va plutôt orienter cette caméra loin du lit et pas sur le lit. Comme ça évite aussi de stimuler l'enfant à se dire bah tiens trop bien, il y a un nouveau jouet à découvrir. Non non, on va plutôt le mettre en fait soit sur une armoire ou un peu plus haut, mais au moins loin de l'enfant. Alors si bébé aussi a un peu plus de difficultés à s'endormir et qu'il aime beaucoup être emmailloté, c'est possible, mais on peut emmailloter en fait l'enfant. En fait tout va dépendre en fonction de l'enfant, de comment il se sent, s'il est à l'aise avec ça, mais généralement on préconise de la naissance jusqu'à 3 mois l'emmaillotage et pas plus. En fait 3 mois c'est vraiment un âge, mais moi je vais plutôt vous conseiller au moment où l'enfant arrive à se retourner genre dos ventre. Dans ces cas là on stoppe l'emmaillotage parce que sinon il y a un risque de suffocation, enfin il y a un risque. On arrête l'emmaillotage dès que l'enfant sait se tourner du dos sur le ventre. Voici quelques conseils qui j'espère pourront vous aider et vous rassurer aussi dans l'accompagnement avec vos enfants. Je suis désolée mais des fois en fait je me dis je vais vous tutoyer parce que j'adore vous tutoyer, mais en fait des fois je reviens au vouvoiement, donc désolée. Voici pour moi 3 points clés qu'il faut retenir pour un bon sommeil chez l'enfant. Tout d'abord, on va diminuer le cortisol. Comme je vous rappelle, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, pour diminuer le cortisol, on va privilégier les câlins, les bisous, vraiment offrir beaucoup d'amour à l'enfant. Ensuite, on va augmenter la mélatonine. Je vous rappelle, c'est l'hormone du sommeil. Et justement, c'est le contraire du cortisol. Donc, si on baisse le cortisol, la mélatonine va augmenter. Et le troisième point, c'est de diminuer la température corporelle. Un enfant va facilement s'endormir en ayant une température corporelle basse plutôt qu'une température corporelle chaude. Je sais, souvent on a tendance à vraiment les emmitoufler pour qu'ils aient bien chaud pour dormir, mais au contraire il vaut mieux qu'ils aient les pieds froids et pas de chaussettes. On évite tout ça vraiment pour qu'ils puissent se réchauffer pendant le sommeil, et c'est en fait quand la température du corps est froide que en fait la mélatonine va se mettre en place. Donc bien sûr comme c'était indiqué dans le livre, c'est de pas mettre son enfant dans le congélateur ou le faire dormir dans des glaçons. Non non, on va plutôt privilégier le fait d'aérer la chambre déjà, et puis favoriser soit de le faire dormir en culotte quand ils sont plus grands, ou alors en body dans la turbulette, enfin tout dépend de la saison aussi.
vous adapter en fait en fonction du besoin. Lors de l'arrivée dans la chambre, comme je vous avais conseillé au départ, c'est de chuchoter et de parler tout doucement. En fait, ça va favoriser le sommeil. Maintenir le même rituel à la sieste et aussi le soir. Je vais pas détailler plus que ça parce que je vous en ai parlé précédemment. On va aussi le déposer et l'accompagner dans son lit en lui disant je t'aime, vous lui faites un bisou et après vous quittez la pièce. Si vous remarquez qu'en quittant la pièce il pleure, dans ces cas-là vous intervenez et vous ne le laissez pas pleurer. C'est vrai que c'est des conseils parfois qu'on préconise aux parents de le laisser pleurer pour qu'en fait il s'y fasse. Sauf qu'en fait moi je le déconseille honnêtement parce qu'en fait oui à un moment donné c'est sûr que l'enfant va arrêter de pleurer, mais en fait il va se rendre compte que il n'aura plus besoin de ses parents, dans le sens où il se dit bah au final mon parent j'en ai pas besoin pour le coup. En fait ça va être vraiment vécu négativement et ça va impacter aussi beaucoup de choses sur lui. Donc pour éviter cela, quand il pleure on l'accompagne, on le berce, on propose l'emmaillotage, le cododo, on explique, enfin voilà, il y a plusieurs aussi situations pour accompagner cela. D'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir des astuces par rapport à ça, n'hésitez pas à me l'écrire aussi dans les commentaires, je serais ravie en tout cas de pouvoir vous les partager si jamais ça peut vous aider. Ce qui est important, c'est que l'enfant se réveille dans les mêmes conditions qu'il se soit endormi. Si par exemple bébé s'est endormi au sein, il faut qu'il se réveille et qu'il soit au sein. Vraiment le rassurer et dire bah voilà, les conditions n'ont pas changé, je suis toujours à la même place, au même endroit. Et ça c'est très rassurant pour l'enfant. Parfois on peut se sentir démuni la nuit parce que nous en tant qu'adultes on peut être fatigué, on a besoin d'aide, etc. On peut demander de l'aide soit à sa conjointe ou alors à son conjoint. Et si c'est pas possible et qu'on a personne autour de nous, comme j'expliquais en début de vidéo, on pose l'enfant dans un espace sécuritaire, donc ça peut être le lit, et vous faites une pause 5 minutes pour souffler. Si jamais vous ressentez le besoin d'avoir une aide précieuse pour vous rassurer et vous faire du bien aussi, d'être accompagné dans ce moment-là, n'hésitez pas à faire appel à des amis, à de la famille, à des accompagnantes postnatales, périnatales, des doulas ou des accompagnantes aussi pour le sommeil qui seront là aussi pour vous guider, vous rassurer aussi dans tout ça. Surtout ne restez pas seul. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est ok d'avoir en fait de penser des fois à jeter l'enfant par la fenêtre. C'est ok en fait de le ressentir, mais c'est pas ok de le faire. C'est en fait ok de se dire là je suis débordée, franchement j'en ai marre, j'ai envie de le jeter par la fenêtre tellement c'est trop dur. Oui, mais en fait c'est à ce moment-là il faut que vous remarquiez que c'est vraiment une alerte de votre corps et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire là j'ai besoin d'aide, donc n'hésitez vraiment pas. En tout cas si besoin, moi je reste disponible sur mes réseaux sociaux ou par mail ou dans les commentaires si vous souhaitez échanger par rapport à ça. Alors les conseils que j'ai pu t'offrir aujourd'hui dans cette vidéo sont tirés du livre Le sommeil du jeune enfant qui a été écrit par Héloïse Junier. C'est une psychologue clinicienne que j'ai pu rencontrer il y a peu qui est vraiment extraordinaire et qui offre vraiment plein de conseils. C'est un livre que je vous recommande parce qu'il est friand de plein de bons conseils bienveillants et avec beaucoup d'humour. Et en plus de ça, les conseils aussi ont été tirés durant la formation que je suis en train de faire actuellement du coup autour du sommeil et franchement j'ai appris plein de choses et j'avais très envie de vous les partager parce que je sais ô combien c'est difficile le sommeil des enfants, les siestes, etc. Que ça soit chez vous ou à la crèche. Je le sais parce que c'est compliqué, parce que je suis professionnelle de la petite enfance et je peux complètement comprendre le sentiment que vous ressentez parce que voilà, ils sont pas tous égaux, ils sont tous différents, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, donc sachez que ce que vous faites c'est déjà très bien, vous faites du mieux que vous pouvez et sachez la richesse en tout cas de toutes les informations que vous cherchez pour vous aider, etc. Je suis désolée, mon chat il miaule mais je sais pas. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oui. Oui. Si tu ressens le besoin d'aide, d'être accompagné, d'être rassuré, d'avoir les informations nécessaires autour du sommeil du jeune enfant, tu peux te tourner vers le pédiatre, ton médecin traitant ou bien ta sage-femme. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo sur le sommeil du jeune enfant de 0 à 3 ans. Si jamais tu as des questions, tu as des idées de vidéos que tu aimerais que je réalise sur les enfants, bébés ou autour de la parentalité, n'hésite pas à les écrire en commentaire, je serais ravie de pouvoir te la réaliser. En tout cas, prends soin de toi et de ton petit trésor et puis moi je te dis à très bientôt.